Comment savoir si je suis TDAH ou non? Première question à te poser pour savoir si tu es TDAH ou non, eh bien c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que le TDAH. Trouble avec du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Déjà parlons de l'attention. Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, tout le monde a une capacité attentionnelle qui est somme toute limitée, ça dépend des individus. Et avec les nouvelles technologies, notamment les téléphones, des notifications, notre attention est très vite happée par ces outils. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un TDAH. Il y a des symptômes réels qui peuvent nous faire penser que nous le sommes, oui ou non. Si tu regardes cette vidéo, que tu as du mal à te concentrer, alors qu'elle dure à peine une dizaine, quinzaine de minutes, peut-être que tu te poses les bonnes questions. Si tu es plutôt concentré sur les vaches qu'il y a derrière moi, au lieu d'écouter ce que je dis, si tu es en train d'écouter l'avion qui passe au-dessus du ciel, alors que je suis en train de te parler, peut-être que tu es en train de te poser les bonnes questions. Mais il y a tout pour nous distraire là. Regarde-moi un avion, un tracteur. C'est impossible de se concentrer dans ces conditions. Je vais donner des exemples outre. J'étais à l'école primaire par exemple, dans une classe CP, CE1, CE2. Lorsque j'étais en CP, j'adorais écouter les CE1 et les CE2. J'étais très vite distrait par ce qui se passait chez les autres. Et le cours qu'il y avait devant moi ne m'intéressait pas réellement. Ça, c'est des pistes sur lesquelles on peut se poser. Mais il y a plein d'autres pistes, comme le fait de perdre ses objets. Parce que quand je manque d'attention, forcément, c'est pas que je suis peu soucieux de mon matériel, mais forcément, lorsque je me déplace, je fais une randonnée, j'ai ouvert mon sac, j'ai posé ma gourde, un peu de nourriture, les gants parce qu'il faisait froid. Quand je repars, j'ai bien pris ma gourde et ma nourriture, mais j'ai oublié mes gants par terre. Et donc, premièrement, dans ces bonnes questions à se poser, est-ce que donc on est bien sur le critère attentionnel? Ça vient bien de l'attention et pas d'autre chose, parce que forcément, si j'ai pris de la drogue et que j'oublie mes gants en randonnée, bon, c'est quelque chose qui est externe à moi-même, qui a un impact sur mon quotidien. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui arrive de manière, je ne dis pas quasi quotidienne, mais de manière récurrente. Premièrement, récurrente. Il faut que ça soit souvent. Donc moi, je perds souvent carte bleue, j'oublie souvent les clés, par exemple, et que ça cause des problèmes. Parce que, bon, on a beau perdre une fois sa carte bleue, on la change avec son banquier, c'est pas grave. Mais quand la perte des objets arrive de manière ultra récurrente, par exemple, j'étais éducateur sportif dans un club d'athlétisme, j'avais un trousseau de clés gigantissime, j'allais dans différents gymnases, dans différentes communes, le moment où je perds ce trousseau de clés, ça va me poser un problème dans mon quotidien, dans mon travail, et ça a une répercussion du coup sur les jeunes que j'encadre, avec les parents. Bref, tu vois ce que je veux dire, ça prend des dimensions disproportionnées. Ça peut t'arriver une fois, c'est pas grave. Mais lorsque ça t'arrive plusieurs fois, face au grand public, socialement, on voit bien que ça a un impact réel. Je reviens du coup sur les critères. J'ai dit critères attentionnels et hyperactifs. Je t'invite à aller regarder une autre vidéo. Je te mettrai une petite étiquette là-haut. Est-ce que tu remplis ces symptômes? Il y a 9 symptômes attentionnels, 9 symptômes d'hyperactivité. Chez l'enfant, il faut remplir 5 de ces symptômes attentionnels et 5 de ces symptômes d'hyperactivité. Chez l'adulte, on a besoin de remplir au moins 6 de ces critères sur 9. Donc oui, peut-être que toi, tu perds tes affaires, mais va voir la liste des symptômes. 9 symptômes, c'est une grande liste. Et certainement que tu as déjà perdu tes affaires, mais que, par exemple, tu es toujours à l'heure à tes rendez-vous, que tu arrives à planifier et à t'organiser dans ta vie. Alors que c'est l'ensemble de ces symptômes qui peut définir si tu es ou non avec un déficit de l'attention. Et c'est pas parce que un jour je scrolle sur mon téléphone et que j'ai oublié de faire mes courses que je suis TDAH. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux, entre quelque chose qui est externe à moi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être de la drogue, mais comme du coup un outil technologique qui va un petit peu retirer mon attention pendant quelques jours, mais à partir du moment où je retire cet élément de ma vie, mes troubles de l'attention disparaissent. Pour ma part, j'ai été diagnostiqué, et j'en parlerai après du diagnostic, avec des troubles de l'attention et d'hyperactivité. Que je prenne de la drogue ou non, que j'ai un smartphone ou non sous les mains, c'est récurrent, ça arrive très souvent, ça arrive de manière quotidienne, et ça, justement, impacte ma vie sociale, au travail, au sein de mon couple, j'en parle dans d'autres vidéos par exemple. Au niveau de l'hyperactivité, oui, on pense toujours à l'enfant avec une hyperactivité motrice, mais il n'y a pas que ça. Dans l'hyperactivité, on pourrait avoir aussi le fait d'avoir des pensées sans cesse qui vont m'empêcher de dormir. Je vais me coucher, et moi, si je n'ai pas fait ma routine du soir, il est impossible pour moi de dormir
en moins d'1 heure. Parce que ça cogite dans ma tête, jusqu'à ce que mon corps soit absolument fatigué. Dans l'hyperactivité, je vais peut-être démarrer 1000 tâches en même temps. Parce que voilà, je me dis que je vais être en capacité de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela. Je vais faire 100 vidéos, par exemple, sur une thématique. Alors que d'autres personnes vont se dire, bon, bah, j'ai fait ma journée de travail, je vais rentrer chez moi, je vais me poser. Et moi, j'ai fait ma journée de travail, j'ai fait mon sport, j'ai fait les vidéos, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pas forcément avec un mouvement, on va dire, brillant, comme un enfant qui est en train de jouer dans tous les sens. Mais je suis toujours en activité. Je te laisse aller voir les 9 critères de l'hyperactivité. Les détailler ici tous dans cette vidéo serait beaucoup trop long. Et si tu as des critères de l'attention, je t'épargne ce travail. Comme ça, tu pourras te concentrer sur une autre vidéo. Une fois que tu as regardé ces 9 critères et que tu dis, effectivement, je me pose une question, je serai peut-être à 5 sur 6, à 5 sur 9, 6 sur 9 ou un peu plus. Ça ne suffit pas pour que toi-même, tu puisses t'auto-diagnostiquer. Tu n'es pas médecin. Je ne suis pas médecin non plus. Donc moi non plus, je ne peux pas t'auto-diagnostiquer. Enfin, te diagnostiquer toi, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est de voir un professionnel de la santé qui aujourd'hui a la capacité de te faire réaliser des tests. Ce sont des professionnels de la santé reconnus. Okay, ce n'est pas n'importe quel gourou sur Internet comme moi qui va te dire si tu es TDAH ou non. D'ailleurs, est-ce que je suis un gourou? Dites-le moi dans les commentaires. Le professionnel de la santé, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il va t'apporter un test qui est non biologique. On ne peut pas te faire un prélèvement sanguin. Ça, il faut bien le noter. Quand j'ai le sida, par exemple, je fais un test sanguin, je suis séropositif ou je ne suis pas séropositif. Donc je vais exprimer juste après sur quoi est-ce que le professionnel de la santé va pouvoir se baser pour savoir si tu es TDAH ou pas. Juste avant, donc je dis qui peut te faire des tests. Donc on a le psychiatre, il peut te faire des tests. Le neurologue peut te faire des tests. Et le neuropsychologue. C'est juste un psychologue spécialisé dans le cerveau. Toutes ces personnes-là ont la qualité de pouvoir te faire réaliser des tests, que ce soit pour le TDAH, mais aussi pour l'autisme. On va dire, essayons de diagnostiquer au maximum chez les enfants, mais aussi chez les adultes, et voire même à l'âge un petit peu plus avancé, des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, par exemple. Ces personnes-là sont là pour voir si nous avons des troubles dans les fonctions exécutives. Donc c'est des termes peut-être un petit peu barbares que tu ne connais pas, mais simplement pour dire qu'il y a quelque chose qui déconne au niveau de notre cerveau et qui nous empêche d'avoir un quotidien qui est somme toute normal. Et donc à partir du moment où on a fait des tests, on pourra ensuite essayer d'améliorer notre quotidien. Oui, moi aussi je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Améliorer ton quotidien, ça vient dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il faut statuer, faire le test. Et je ne peux pas me dire, moi, je suis autiste parce que je parle à personne, parce que j'ai envie de voir personne. Alors que le professionnel de la santé ne me l'a pas dit, ça se trouve que je ne suis pas autiste, mais je suis autre chose. Dans un cas de figure, je pourrais avoir un médicament A, dans un cas de figure, je pourrais avoir un médicament B, donc ne pas se tromper de médicament. Ne pas se tromper de remédiation cognitive. Peut-être que dans un cas A, il faut, pour régler l'autisme, réaliser telle et telle séance avec tel médecin, psychologue, ce que tu veux. Le TDAH, ce sera des formules différentes qui vont t'apporter les solutions. Si je ne réalise pas le bon diagnostic avec la bonne personne, je peux me retrouver dans ce qu'on appelle l'errance médicale. Parfois, passer plusieurs années à continuer à lutter avec ses propres difficultés. Comme une personne, par exemple, qui serait dans un hôpital psychiatrique à qui on donne des médicaments, ça le rend légume, alors qu'en fait, sa problématique de départ n'était peut-être pas du tout ça, c'était peut-être une simple dépression et pas de la schizophrénie, par exemple. Voilà. Je donne un exemple comme ça. Je reviens du coup sur le troisième point de la vidéo, c'est comment on réalise le test. Et je l'énumère rapidement. Dans un premier temps, on fait une anamnèse. Ah, on a un pipi. Mais où est le respect? On se fait pisser dessus là, non? Tu as vu? Je suis toujours... C'est très intéressant, je suis toujours... forcément... gêné par ce public qui est derrière moi, mais c'est quand même relativement fun. Donc l'anamnèse, c'est un échange entre le professionnel de la santé et toi, qui est du coup le patient, pour savoir jusqu'à présent qu'est-ce qui t'a posé problème. Essayer d'en savoir un petit peu plus sur ton quotidien, quand tu étais enfant, est-ce que tu étais adulte, à l'école, au travail. Voilà, on va te poser plein de questions pour savoir qui est-ce que tu es réellement et est-ce que tu rencontres réellement des problèmes liés au TDAH, mais ça pourrait être les autres cas de figure si tu fais d'autres diagnostics. Dans un deuxième temps, avec le professionnel de la santé, tu vas aussi revoir les critères. Comme ça, le professionnel de la santé, qui lui a un œil réel extérieur et du recul sur toi, et qui voit plein de patients toute la journée. Si le professionnel de la santé, il voit 10 patients par jour, je sais pas, il en voit 500, il en voit 1000 par an, il sera beaucoup plus à même de savoir si ce que tu vis, c'est réel ou pas. Et donc,
de ne pas te mettre dans une errance diagnostique. Dans un troisième temps, tu vas faire ce qu'on appelle la WACE, WACE 4. En gros, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le test, le quotient intellectuel. Alors attention, il ne faut pas avoir peur de réaliser un test de quotient intellectuel parce que peut-être que tu vas apprendre que tu n'as pas le QI d'Einstein. Forcément, on n'a pas le QI d'Einstein. Il n'y a que 1 à 2% de la population qui sont, je ne sais pas, des HPI, tout ça. Moi, je l'ai fait. D'un côté, j'ai vu que j'ai peut-être des capacités de logique qui sont bonnes. Et forcément, mes capacités attentionnelles, elles sont basses. Mais c'est logique, vu que je suis TDAH. Et donc, je l'accepte, il n'y a aucun problème. Le fait d'avoir vu ça, ça m'a permis justement de comprendre quelles étaient mes difficultés au quotidien, par exemple au travail. Le fait, parfois d'avoir 15 onglets ouverts sur mon ordinateur et de ne pas avoir terminé une tâche, je l'ai expliqué par le fait qu'effectivement, mes capacités attentionnelles sont faibles par rapport au reste de la population. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Soit j'essaye de compenser mes difficultés par X outils ou on va dire des choses que je pourrais vous partager dans les vidéos comme des conseils. Soit de l'autre côté, je me dis j'évite de réaliser ces tâches parce qu'elles me prennent trop d'énergie et je vais sur des tâches sur lesquelles je suis bien meilleur. Je suis bien meilleur en logique. Allons dans la logique. Et dernier truc, un petit questionnaire extérieur que tu vas réaliser lors de ce test. Alors, ce n'est pas toi qui le réalise, c'est quelqu'un qui est extérieur à toi. Donc, si tu es adulte, ça peut être quelqu'un, ça peut être ton couple. Si jamais tu es fait faire le test à tes enfants, peut-être que c'est toi en tant que parent qui va faire le test à tes enfants. Ça peut être la maîtresse, donc ça peut être un collègue de travail aussi. Quelqu'un avec qui tu bosses quotidiennement et qui quand même en qui tu as confiance d'une certaine manière. Donc, je répète pour le test, l'anamnèse, les critères, les 9 critères, la WACE qui est le quotient intellectuel, le test de QI et le questionnaire extérieur d'une personne. Comment savoir si je suis TDAH? Eh bien, il faut passer par toutes ces étapes. Je ne peux pas m'auto-diagnostiquer, dire que je le suis alors que je ne le suis pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que les vaches étaient belles? Est-ce qu'elles auront la capacité, elles, de nous dépasser au niveau attentionnel? J'en doute fortement. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'était Val, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!